Imaginez une nuit d'été, au tout début du mois d'août 2026, quelque part au-dessus de la Volga, à plus de 1000 km de la moindre tranchée, de la moindre ligne de front, le ciel s'embrase soudain. Une raffinerie brûle. Une base aérienne stratégique, celle qui abrite les bombardiers les plus lourds d'une puissance nucléaire, prend feu dans l'obscurité. Et pourtant cette nuit-là, aucun soldat n'a franchi la moindre frontière. Voici un chiffre qui donne le vertige. Au cours du seul mois de juillet 2026, 2359 opérations de frappe en profondeur ont été menées, touchant 172 installations militaires et énergétiques. En une seule année, les frappes lancées dans la profondeur du territoire adverse ont augmenté de 1150%. 11 fois plus en 12 mois. Ce n'est plus une série d'incidents, c'est une cadence, un métronome, une campagne qui ne s'arrête jamais et que rien, jusqu'ici, n'a su faire taire. Comment en est-on arrivé là ? Comment un pays a-t-il pu, avec des engins volants coûtant parfois le prix d'une simple voiture, atteindre le cœur d'un adversaire qui possède l'un des plus vastes arsenaux du monde ? Pendant des siècles, la guerre a obéi à une géographie très simple. Il y avait le front, cette ligne de feu où l'on mourait, et il y avait l'arrière, ce sanctuaire où les usines tournaient, où les familles dormaient, où les états-majors dînaient, loin du fracas des canons. L'arrière était sûr. L'arrière était presque sacré. C'était une promesse aussi vieille que les armées elles-mêmes. Cette promesse vient de mourir. Aujourd'hui, nous n'allons pas vous raconter une bataille. Nous allons vous raconter la disparition d'une idée. L'idée qu'il existe, quelque part, un lieu à l'abri. Car ce que la guerre entre la Russie et l'Ukraine est en train d'inventer sous nos yeux, ce n'est pas seulement une arme nouvelle. C'est une géométrie nouvelle. Une guerre sans arrière. Une guerre sans profondeur, protégée. Une guerre où chaque raffinerie, chaque dépôt de carburant, chaque piste d'aviation, à 1000 ou 2000 km du front, peut s'embraser dans la nuit. Nous resterons, tout au long de ce récit, sur une ligne de crête. Nous n'applaudirons personne et nous ne condamnerons personne. Nous tenterons de comprendre les deux logiques qui s'affrontent, celle de celui qui frappe et celle de celui qui encaisse, car toutes deux obéissent à une froide rationalité. Notre seule ambition est de saisir une bascule historique. Le moment où l'arrière a cessé d'exister. Alors remontons le fil. Comment cette transformation a-t-elle commencé ? Et pourquoi bouleverse-t-elle, peut-être pour toujours, le visage même de la guerre moderne ? Pour comprendre ce qui se joue, retenez deux idées seulement. La première, c'est l'asymétrie. La seconde, c'est la profondeur. Presque tout le reste découle de ces deux mots. Commençons par l'asymétrie. Sur la ligne de front, celle qui s'étire sur plus de 1000 km, la Russie dispose d'un avantage ancien et massif, celui du nombre. Plus d'hommes, plus d'artillerie, plus d'obus, une industrie lourde capable d'encaisser l'usure sur la durée. Dans une guerre frontale classique, une guerre d'attrition où l'on échange le métal contre le métal et la vie contre la vie, ce rapport de force joue en faveur du plus grand, du plus lourd, du plus profond. L'Ukraine le sait. Elle l'a appris dans la boue des tranchées de l'Est, mètre après mètre, hiver après hiver. Alors une question s'est posée, presque mathématique. Si l'on ne peut pas l'emporter en poussant le front, où peut-on frapper ? La réponse est venue de la carte elle-même. Car voici la seconde idée, la profondeur. La Russie est immense. C'est le plus vaste pays du monde. Cette immensité fut longtemps une force, celle qui engloutit les armées de Napoléon, puis celle d'un autre envahisseur, dans ces distances infinies. Mais cette même immensité est devenue, à l'ère des drones, une vulnérabilité. Comment défendre chaque raffinerie, chaque dépôt de carburant, chaque base aérienne, lorsque ces cibles sont dispersées sur des milliers de kilomètres ? Un système de défense antiaérienne, aussi dense soit-il, ne peut pas être partout à la fois. Chaque batterie déployée pour protéger une ville est une batterie qui vient à manquer ailleurs. Voilà le dilemme russe. Un dilemme de géographe autant que de général. Protéger l'immensité, c'est diluer sa défense. Concentrer sa défense, c'est abandonner une part de l'immensité. Il n'existe pas de solution parfaite à ce problème. Il n'existe que des compromis douloureux. Cette idée de frapper l'arrière n'est d'ailleurs pas nouvelle dans l'histoire de la guerre. De tout temps, on a cherché à couper les vivres, à briser les lignes de ravitaillement, à assécher l'ennemi loin du champ de bataille. Les blocus maritimes d'autrefois, les bombardements stratégiques du siècle dernier visant les usines et les raffineries, tout cela procédait déjà de la même intuition. Affaiblir le corps plutôt que d'affronter le poing. Ce qui change aujourd'hui, ce n'est donc pas le principe, c'est le moyen. Hier, pour atteindre l'arrière profond d'un adversaire, il fallait une flotte de bombardiers, des centaines d'équipages, des pertes considérables et un coût colossal. Il fallait en somme une puissance aérienne complète. Aujourd'hui, un petit engin bon marché, lancé depuis loin, accomplit une part de cette mission. La frappe stratégique, jadis réservée aux plus grandes puissances, s'est en quelque sorte démocratisée.
Et c'est peut-être là le véritable bouleversement, discret mais immense. Le sanctuaire lointain, autrefois protégé par le prix même de sa mise à portée, est devenu vulnérable à bas coût. Et c'est précisément dans cette faille que s'est engouffrée une arme d'un genre nouveau. Pas un missile hypersonique hors de prix, pas un bombardier furtif. Non, un objet modeste, presque humble, que certains ont surnommé le Tomahawk du pauvre. Un drone à long rayon d'action, capable de parcourir des centaines, parfois plus de 2000 km, pour aller déposer sa charge sur une cible lointaine, pour un coût sans commune mesure avec les armes de haute technologie. Comprenez bien l'équation qui se joue ici. D'un côté, un engin qui coûte parfois le prix d'une berline, de l'autre, pour l'intercepter, un missile de défense qui peut coûter 100 fois davantage. Celui qui attaque dépense peu. Celui qui se défend s'épuise financièrement. Et lorsque ces engins arrivent non pas seuls, mais par dizaines, saturant le ciel d'une même nuit, même la meilleure défense finit par laisser passer quelque chose. Il faut ajouter une dimension à ce tableau, celle de l'industrialisation. Ce qui n'était au départ qu'une poignée d'appareils bricolés est devenu, au fil des mois, une véritable filière. Une composante militaire dédiée à Villejour, chargée exclusivement de concevoir, de produire et d'employer ces engins en grand nombre. Car une arme, aussi ingénieuse soit-elle, ne pèse rien si elle demeure rare. C'est la quantité qui transforme un exploit en stratégie. Produire vite, produire beaucoup, produire pour un coût modeste, voilà ce qui a permis de passer du geste isolé à la campagne continue. Et c'est cette logique du volume, autant que la technologie elle-même, qui a rendu possible ce que nous allons décrire. C'est ici qu'intervient la logique ukrainienne, et il faut l'énoncer sans détour ni jugement. Frapper l'arrière, dans cette perspective, ce n'est pas semer la terreur au hasard. C'est appliquer une doctrine militaire très ancienne, celle de l'usure des arrières. En visant les raffineries, on cherche à tarir le carburant qui fait rouler. En visant les dépôts, on veut assécher la logistique. En visant les bases de bombardiers stratégiques, on tente de neutraliser au sol les avions qui lancent des missiles sur les villes. Et, en toile de fond, il y a un calcul politique, celui de créer un levier, une monnaie d'échange, en vue d'éventuelles négociations. Faire sentir le poids de la guerre loin du front, jusque dans la profondeur du pays. Mais la logique russe est tout aussi cohérente, et il serait malhonnête de ne pas l'exposer avec le même son. Pour Moscou, ces frappes atteignent des infrastructures civiles autant que militaires, des raffineries qui alimentent aussi les foyers et l'économie ordinaire. Elles causent des victimes civiles. Elles justifient, aux yeux du pouvoir russe, une riposte et le renforcement d'une défense du territoire perçue comme un devoir sacré. Elles posent enfin une question redoutable, celle de la protection des sites les plus sensibles, y compris ceux qui touchent à la dissuasion nucléaire. Deux logiques donc. L'une qui frappe pour compenser une infériorité au sol, l'autre qui encaisse et qui riposte au nom de la défense de son territoire. Ni l'une ni l'autre n'est ici couronnée ou accusée. Toutes deux sont les rouages d'une même mécanique, celle d'une guerre qui, faute de pouvoir se décider sur le front, s'est déplacée vers les profondeurs. Cette mécanique ne fut pas inventée en un seul jour. Elle est le fruit d'une lente évolution, faite d'abord de coups d'éclat isolés, puis d'une campagne devenue quotidienne. Retenez l'essentiel en une phrase. La frappe en profondeur est passée du symbole spectaculaire à la routine presque industrielle. Et pour comprendre ce basculement, il faut revenir au tout premier choc, celui qui, un jour de mai 2023, a fait vaciller une certitude au-dessus du lieu le plus surveillé de toute la Russie. Nous sommes en mai 2023. La scène se déroule au-dessus de Moscou, dans l'espace aérien le plus contrôlé du pays, celui qui protège le Kremlin lui-même. Le Kremlin n'est pas une cible militaire ordinaire. C'est le symbole du pouvoir russe, le centre névralgique de l'État, le lieu que des siècles d'histoire ont entouré d'une aura d'inviolabilité. Nul n'imaginait alors qu'un engin puisse s'en approcher. Celui ou ceux qui ont conçu cette opération ne cherchaient pas ce jour-là à détruire un bâtiment ou à décapiter un état-major. Leur calcul était d'un autre ordre, il était psychologique. Frapper le Kremlin, même symboliquement, c'était envoyer un message d'une portée immense. Cela revenait à dire que plus rien n'était hors d'atteinte, que le cœur même du pouvoir pouvait être touché. La cible n'était pas un objet. La cible était une certitude. Pour saisir la portée d'un tel geste, il faut mesurer ce que représente ce lieu dans l'imaginaire russe. Depuis des siècles, le Kremlin incarne la continuité de l'État, la permanence du pouvoir par-delà les régimes et les époques. Ces murs ont vu passer les tsars, les révolutions, les guerres mondiales, et toujours ils sont demeurés le centre immobile autour duquel tournait le pays. Approcher ce centre, c'était donc toucher à quelque chose de plus profond qu'une pierre. C'était toucher à un symbole d'invulnérabilité vieux de plusieurs siècles. Ceux qui ont pensé cette opération le savaient parfaitement. Ils ne visaient pas la puissance de feu, ils visaient l'aura. Et une aura,
une fois fissuré, se répare bien plus difficilement qu'un toit. Cette nuit-là, au-dessus des toits et des coupoles, une brève lueur déchira le ciel. En quelques secondes, tout fut terminé. Sur le plan matériel, il ne resta presque rien. Une trace, une éraflure sur la pierre ancienne. Mais voici que le véritable effet se produisit ailleurs, loin des toits du Kremlin. Car le vrai théâtre de cette opération n'était pas la pierre, c'était l'esprit. La faille ouverte ce jour-là n'était pas dans un mur, elle était dans une idée. Le sanctuaire avait été approché. Et une chose approchée n'est plus tout à fait un sanctuaire. Les images se répandirent en quelques heures à travers le monde. On les regarda, on les commenta, on les rejoua en boucle. Peu importait l'ampleur réelle des dégâts. Ce qui comptait, c'était la démonstration. Le centre de gravité d'un empire venait d'être effleuré par un objet volant. Et cela, tout le monde l'avait vu. Sur le plan strictement matériel, le bilan de cette nuit fut proche de zéro. Aucune destruction majeure, aucun coup porté à la machine de guerre. Et pourtant, un seuil venait d'être franchi. Songez à la distance parcourue. Entre la frontière et le Kremlin, il faut couvrir des centaines de kilomètres de territoire défendu. C'est comme si, en France, une menace avait traversé tout le pays, de la frontière jusqu'au centre de la capitale, sans être arrêtée. Ce n'était pas la taille du dégât qui frappait, c'était la profondeur de la pénétration. Ce mois de mai 2023 fut donc un symbole. Un avertissement isolé, spectaculaire, presque théâtral. Personne à l'époque n'y vit encore une méthode. On y vit un exploit, un coup unique. Mais 2 ans plus tard, ce qui n'était qu'un symbole allait devenir un système. Et la démonstration suivante ne viserait plus des coupoles dorées. Elle viserait les avions les plus stratégiques de la Russie, jusque dans leur propre base. Avançons jusqu'au 1er jour de juin 2025. Ce jour-là se déroule une opération d'une toute autre nature, longuement préparée, et dont le nom même dit l'ambition. L'opération dite de la toile d'araignée. Son objectif ne se trouve pas sur le front. Il se trouve loin derrière, sur les bases où stationnent les bombardiers stratégiques russes, ces avions capables de lancer des missiles sur les villes à des centaines de kilomètres de distance. Ceux qui ont pensé cette opération ont suivi un raisonnement limpide. Ces bombardiers ne survolent presque jamais le front. Ils tirent de loin, à l'abri, depuis la profondeur du territoire. Les atteindre en vol est donc quasiment impossible. Mais alors, se sont-ils dit, pourquoi viser la flèche quand on peut atteindre l'archer ? Pourquoi poursuivre le missile en plein ciel quand on peut détruire l'avion au sol, sur le tarmac, avant même qu'il ne décolle ? Toute la logique tenait dans ce renversement. Ne pas courir après l'arme, mais frapper la main qui la lance. Pour y parvenir, les engins furent acheminés discrètement, par des voies détournées, jusqu'aux abords même de ces bases éloignées. Nous n'entrerons pas dans le détail des moyens employés, car ce récit s'attache aux logiques et non aux modes opératoires. Retenons seulement l'essentiel. À l'aube, dans plusieurs régions à la fois, séparées par d'immenses distances, l'attaque se déclencha simultanément. Et voici où réside le véritable bouleversement de cette journée. Jusqu'alors, on croyait que la distance protégeait, que plus une cible était éloignée du front, plus elle était en sécurité. La toile d'araignée renversa cette croyance. La menace ne venait plus de la frontière. Elle surgissait de l'intérieur, tout près des bases elles-mêmes, au cœur du territoire réputé le plus sûr. La distance ne protégeait plus rien. Sur les pistes, plusieurs appareils auraient été touchés, selon les annonces ukrainiennes. Des avions parmi les plus précieux et les plus difficiles à remplacer de la flotte stratégique russe. Il faut ici manier la prudence, car les bilans exacts furent contestés, chaque camp avançant ses propres chiffres. Mais la portée de l'événement dépassait de loin le décompte des carcasses. Car ces bombardiers ne sont pas de simples avions. Beaucoup appartiennent à des modèles anciens, dont les chaînes de production sont fermées depuis des décennies. Chaque appareil perdu est pour ainsi dire irremplaçable. En les visant au sol, l'opération touchait un capital que l'argent seul ne suffit pas à reconstituer. On ne rachète pas au marché un bombardier stratégique comme on remplace un camion. La perte n'était pas seulement matérielle, elle était structurelle. La toile d'araignée démontra donc une chose décisive. La frappe en profondeur pouvait être non plus un coup isolé, mais une opération coordonnée, planifiée, reproductible. Ce qui restait, en 2023, de l'ordre de l'exploit unique, devenait en 2025 une capacité méthodique. Et ce qui n'était encore qu'une capacité allait bientôt se transformer en quelque chose de bien plus vertigineux. Une routine, un rythme quotidien, une guerre qui ne dort jamais. Nous arrivons à l'année 2026, et le décor a changé de nature. Il ne s'agit plus de raids isolés que l'on commente pendant des semaines, il s'agit d'une campagne permanente qui se répète nuit après nuit. Les forces ukrainiennes de systèmes sans pilote, une composante militaire spécifiquement dédiée à cette mission, en sont devenues le fer de lance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes.
Une augmentation de 1150% des frappes en profondeur sur un an. Pour le seul mois de juillet 2026, 2359 opérations, 172 sites atteints, sur des distances allant de 500 à 2000 km. Le raisonnement qui sous-tend cette accélération est d'une grande cohérence. L'usure n'a de sens que si elle est répétée. Une raffinerie touchée une fois, c'est un titre dans la presse, un feu qu'on éteint, une réparation qu'on engage. Mais une raffinerie touchée encore et encore, sans répit, c'est une stratégie. La différence entre le symbole et la stratégie tient dans un seul mot, la répétition. Le geste isolé impressionne. Le geste répété épuise. Nuit après nuit, la même carte s'illumine. Des noms reviennent, encore et encore, comme un refrain sinistre. Engels, où se trouve une grande base de l'aviation stratégique. Saratov, sur la Volga, et sa raffinerie parmi les plus importantes de la région. Ces lieux, autrefois lointains et paisibles, sont devenus des cibles récurrentes, presque des rendez-vous. Mais voici l'élément qui change tout. Et il n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas une journée dramatique en particulier, c'est l'absence de répit, c'est la banalisation. Ce qui aurait été, quelques années plus tôt, un événement mondial, n'est plus qu'une ligne dans un communiqué quotidien. La frappe en profondeur a cessé d'être un choc pour devenir un climat. Et c'est peut-être là le vrai basculement, invisible et pourtant total. Sur le terrain, cela se traduit par des raffineries qui tournent en dessous de leur capacité, par des réparations engagées dans l'urgence, dans une course permanente contre la prochaine frappe. Le temps de reconstruire devient plus long que l'intervalle entre deux attaques. C'est l'usure faite système. Mesurons l'enjeu économique. La seule raffinerie de Saratov peut traiter environ 7 millions de tonnes par an. Pour donner un ordre de grandeur, c'est une infrastructure de l'ampleur des plus grands sites de raffinage que compte un pays comme la France, de ceux qui pèsent lourd dans l'approvisionnement en carburant de tout un territoire. Frapper de tels sites à répétition, ce n'est pas égratigner une économie de guerre, c'est viser l'une de ses artères. Et une artère, lorsqu'on la comprime assez longtemps, finit par affaiblir tout le corps. Et si cette pression permanente venait à disparaître ? Posons la question, car elle éclaire toute la logique de la campagne. Si les frappes cessaient, ne serait-ce que quelques semaines, les raffineries retrouveraient leur plein régime, les stocks se reconstitueraient, la machine repartirait. C'est précisément pour empêcher ce retour à la normale que le rythme ne doit jamais faiblir. L'efficacité ne tient pas à la puissance d'une seule frappe, mais à l'impossibilité de souffler entre deux. Voilà pourquoi la répétition, presque monotone, est le véritable cœur de cette stratégie. Ce n'est pas la violence du coup qui use l'adversaire, c'est l'absence totale de répit. Cette campagne permanente exigeait pourtant une chose pour durer, toujours plus de portée et toujours plus de précision. Il fallait des outils capables d'aller plus loin, de frapper plus juste. Et c'est ainsi que sont apparues, au fil des mois, des armes nouvelles, aux capacités élargies, qui repoussaient un peu plus loin encore la frontière du possible. Car la guerre est aussi une affaire d'évolution technique, un dialogue permanent entre l'attaque et la défense. À mesure que la campagne s'installait, les moyens employés se transformaient. Les portées s'allongeaient, les précisions s'affinaient. Au cours de l'été 2026, apparut un nom nouveau, celui d'un missile de croisière surnommé le Flamand Rose, présenté comme un jalon dans cette montée en puissance. Le 2 août 2026, un exemplaire de cette arme aurait été abattu dans le ciel de Voronej. La logique de cette évolution est simple à comprendre, et nous nous garderons ici d'en décrire les rouages techniques. L'idée directrice était d'étendre la portée, de faire en sorte qu'aucune cible de l'arrière, si lointaine fût-elle, ne puisse plus se croire hors d'atteinte. Chaque kilomètre de portée gagné, c'était une zone entière du territoire qui basculait de la sécurité vers l'exposition. Ce 2 août, au-dessus de Voronej, la défense antiaérienne russe intercepta donc l'un de ses engins. Sur le plan strictement tactique, on pourrait parler d'un succès défensif. L'arme fut abattue avant d'atteindre sa cible. Le ciel, cette fois, avait tenu. Et pourtant, voici le paradoxe. Même intercepté, l'engin délivrait un message. Car sa seule présence dans ce ciel disait quelque chose. Elle disait que le seuil de portée avait bougé, que ce qui était protégé hier par la simple distance ne l'était plus aujourd'hui. Abattre un projectile, c'est gagner une nuit, mais cela ne referme pas la brèche géographique qui vient de révéler. Car à mesure que ces armes gagnaient en allonge, c'est la carte entière de la vulnérabilité qui s'étendait. Des régions autrefois trop lointaines pour être menacées entraient à leur tour dans le champ du possible. Songez à ce que représente une portée de 2000 km. C'est à peu près la distance qui sépare la ville de Lyon des confins les plus éloignés du continent européen. Imaginez qu'une menace puisse depuis un point unique couvrir une aire aussi vaste. C'est l'échelle nouvelle à laquelle il faut désormais penser la profondeur. À chaque évolution de l'outil offensif, l'autre camp devait répondre.
Et c'est vers cette réponse, vers la logique russe elle-même, que nous devons maintenant tourner notre regard, car aucune guerre ne se comprend en n'écoutant qu'une seule voix. Plaçons-nous à présent de l'autre côté. Mettons-nous à la place de celui qui encaisse. Car la Russie, face à cette campagne, se trouve devant un dilemme que nous avons déjà nommé, mais qui devient ici concret et pressant. Un territoire immense à couvrir, une aviation stratégique précieuse et exposée, des infrastructures énergétiques vitales dispersées sur des milliers de kilomètres. Comment protéger tout cela à la fois ? La décision qui s'impose alors est aussi rationnelle que celle de l'adversaire. Il faut redéployer la défense antiaérienne vers l'intérieur, disperser les avions les plus vulnérables, durcir les sites les plus sensibles. Il faut aussi aux yeux du pouvoir riposter, afin de ne pas laisser ces frappes sans réponse et pour maintenir la cohésion d'une opinion intérieure attentive à la défense du territoire national. Ce n'est pas là de l'agressivité gratuite, c'est la réaction d'un État qui voit son arrière menacé et qui cherche à le protéger. Concrètement, cela signifie déplacer des batteries de défense vers les grandes villes et les sites industriels, éloigner les bombardiers de leurs bases habituelles, multiplier les leurs et les abris. C'est un immense effort de réorganisation, mené dans l'urgence, à l'échelle d'un continent. Mais voici la variable qui rend ce problème insoluble. Chaque batterie déplacée vers la profondeur, pour protéger une raffinerie ou une base, est une batterie qui vient à manquer sur le front. La défense de l'arrière affaiblit la défense de l'avant, et inversement. La couverture est comme une couverture trop courte. En couvrant les pieds, on découvre les épaules. Et il y a plus grave encore. En exposant, sous les frappes, des plateformes liées à la dissuasion nucléaire, cette guerre touche à un domaine où la moindre erreur d'interprétation peut avoir des conséquences incalculables. Alors la Russie riposte, à sa manière, dans un cycle qui s'auto-alimente. À la frappe répond la contre-frappe. À la contre-frappe, une nouvelle frappe. Chaque camp répond au précédent, et l'escalade se nourrit d'elle-même, sans qu'aucun des deux ne puisse aisément s'arrêter le premier, de peur de paraître cédé. Et dans cet engrenage, ce sont aussi des civils qui paient. Des deux côtés de la frontière, des habitants vivent désormais sous la menace d'un ciel qui peut, à tout instant, se déchirer. C'est là une réalité qu'aucun bilan militaire ne doit faire oublier et que nous rappelons sans en accabler quiconque. La guerre en profondeur a ceci de particulier qu'elle rapproche le danger de ceux qui se croyaient loin de tout. Il faut aussi comprendre la contrainte proprement matérielle qui pèse sur la défense. Les missiles intercepteurs modernes sont peu nombreux, coûteux et longs à produire. Chacun d'eux, tiré pour abattre un drone bon marché, est un intercepteur en moins pour la prochaine nuit. La défense se trouve ainsi prise dans un piège arithmétique. Ou bien elle dépense ses munitions précieuses contre des cibles modestes et elle s'épuise, ou bien elle les conserve et elle laisse passer les frappes. Il n'existe pas de bonne réponse à ce dilemme, seulement des choix difficiles, renouvelés chaque nuit. C'est cette impasse, davantage que le courage ou la faiblesse des hommes, qui définit la guerre en profondeur. Les deux camps sont donc enfermés dans une même spirale, chacun agissant selon une logique défendable de son point de vue. Et c'est dans cet état de tension permanente que survint la nuit qui allait montrer, en une seule fois, le vrai visage de cette guerre d'un genre nouveau. La nuit du 2 au 3 août 2026. Cette nuit-là, tout ce que nous venons de décrire se rassembla en un seul instant, comme si les fils dispersés de plusieurs années venaient soudain converger. Selon l'état-major ukrainien, 4 cibles situées dans la profondeur du territoire russe furent frappées presque simultanément, en un vaste geste coordonné qui embrassait des centaines de kilomètres. La première cible fut la base aérienne d'Engels, dans la région de Saratov. C'est là que stationnent des bombardiers stratégiques, parmi les plus lourds de la flotte, ces appareils aux longs rayons d'action que nous évoquions plus tôt. Un incendie s'y déclara. Frapper Engels, c'était revenir, encore, sur ce point névralgique de l'aviation stratégique, et rappeler qu'aucune protection n'y était définitive. La deuxième cible fut la raffinerie de Saratov, l'une des plus importantes de toute la région de la Volga, capable de traiter environ 7 millions de tonnes par an. Elle prit feu à son tour. En la visant, la campagne frappait l'une des grandes artères énergétiques du pays. La troisième cible se trouvait plus au nord, dans la région de Kalouga. Il s'agissait d'un dépôt de carburant et de lubrifiant situé près de la ville de Lyudinovo, un site d'approvisionnement pour les forces russes. Sans carburant ni lubrifiant, aucune machine de guerre ne roule bien non. C'était donc la logistique elle-même que l'on visait. La quatrième cible, enfin, était un site de stockage et de lancement de drones dans la région de Bryansk, près de la localité de Navlia. En s'attaquant à ce site, l'opération cherchait aussi à frapper les moyens mêmes de la guerre aérienne adverse. 4 cibles donc, 4 logiques distinctes, l'aviation stratégique, l'énergie, le carburant militaire et les drones, réunis dans une seule et même nuit. Mais cette nuit ne fut pas seulement une affaire de base et de raffinerie. Le gouverneur de la région de Saratov fit état de 2 civils tués
et de dégâts sur des infrastructures civiles dans 2 villes, l'évaluation des pertes étant encore en cours. Ce détail, sobre et terrible, nous rappelle que derrière les cartes et les logiques opérationnelles, il y a des vies. 2 personnes qui ne rentreront pas chez elles. C'est le visage humain de cette guerre sans arrière, et il ne saurait être ni minimisé, ni instrumentalisé. Mesurons, un instant, ce que représente une telle nuit. 4 sites majeurs, séparés par des centaines de kilomètres, touchés dans un même mouvement. Pour donner une image concrète, imaginez que sur un territoire de la taille de la France, 4 installations situées aux 4 coins du pays soient atteintes au cours de la même nuit, la même heure presque. Le carburant qui aurait rempli les réservoirs, les avions qui n'ont pas décollé, les entrepôts partis en fumée, c'est cette simultanéité, cette capacité à frapper partout à la fois, qui définit le caractère inédit de cette guerre. Et si l'une de ces 4 frappes avait échoué, le résultat aurait-il été moindre? Pas vraiment. Et c'est là toute la subtilité de cette manière de faire la guerre. Car la force d'une telle nuit ne réside pas dans chaque impact pris isolément, mais dans leur addition, dans le message qu'ils composent ensemble. Une base, une raffinerie, un dépôt, un site de drone, 4 logiques réunies disent d'une seule voix que rien n'est hors d'atteinte. Il faut aussi mesurer ce qu'une telle coordination exige. Frapper au même moment des cibles séparées par des centaines de kilomètres suppose une planification minutieuse, une synchronisation presque parfaite. Ce n'est plus un coup de chance, ni même un exploit. C'est un savoir-faire, une routine opérationnelle rodée, répétée, nuit après nuit. Et du côté russe, cette même nuit imposa la démonstration inverse, celle de l'impossibilité de tout protéger en même temps. 4 points touchés, ce sont 4 échecs simultanés d'un bouclier étiré à l'extrême, sur un territoire trop vaste pour être partout à la fois. Car ce qui se joua cette nuit-là dépassait la somme de ces 4 incendies. C'était la démonstration achevée d'une idée. L'arrière n'existe plus. Il n'y a plus de distance qui protège, plus de profondeur qui rassure. Ce que le survol du Kremlin avait annoncé comme un symbole en 2023, ce que la toile d'araignée avait prouvé comme une méthode en 2025, la nuit du 2 au 3 août 2026 le confirmait comme une réalité permanente. Le sanctuaire était tombé, non pas en un jour, mais au terme d'une longue érosion dont cette nuit fut le point culminant. Alors, la guerre était-elle pour autant décidée? Non. Et c'est peut-être là le plus troublant. Aucune de ces frappes, aussi spectaculaires soient-elles, ne mit fin au conflit. Elles ne conquirent aucun territoire, ne signèrent aucune capitulation. Leur effet était d'une autre nature, plus lent, plus diffus, mais peut-être plus profond. Elles ne gagnaient pas la guerre, elles en changeaient la forme. La guerre, elle, continue. Mais quelque chose, désormais, ne sera plus jamais comme avant. Et il nous faut pour finir, mesurer les ondes de choc que cette transformation propage bien au-delà du champ de bataille. Sur le plan militaire d'abord, une page se tourne. La guerre sans front, la frappe en profondeur menée au quotidien, est en train de devenir une norme que toutes les armées du monde observent. La question n'est plus de savoir si un adversaire peut atteindre votre arrière, mais quand et à quelle fréquence. La défense antiaérienne devient une course sans fin, une guerre d'usure où celui qui attaque dépense 1 euro, quand celui qui se défend en dépense 100. Sur le plan énergétique ensuite, les conséquences débordent largement les frontières des 2 pays. Lorsque de grandes raffineries tournent au ralenti, c'est toute une chaîne qui se grippe, du carburant intérieur aux capacités d'exportation. Or, dans un marché mondial de l'énergie, tout est lié. Une baisse de production quelque part se traduit ailleurs par une volatilité accrue du gazole et du pétrole. Rapporté à l'échelle d'une économie comme celle de la France, dont la richesse annuelle se compte en milliers de milliards d'euros, chaque soubresaut du prix de l'énergie se chiffre en milliards. Une raffinerie touchée sur la Volga peut ainsi, par 1000 canaux invisibles, faire monter de quelques centimes le litre de gazole à la pompe française. La guerre sans arrière est aussi une guerre sans frontières pour ses effets. Sur le plan diplomatique, ces frappes deviennent une pièce sur l'échiquier des négociations. En rendant la guerre coûteuse loin du front, chaque camp cherche à modifier le rapport de force à la table des pourparlers. Ce qui aura brûlé dans la profondeur pèsera, un jour, dans la balance. Reste enfin le risque le plus grave, celui de l'escalade. Frapper des cibles symboliques ou stratégiques au cœur du territoire adverse, c'est prendre le risque d'une riposte toujours plus dure. Et lorsque ces frappes approchent, même de loin, des sites liés à la dissuasion nucléaire, le monde entier retient son souffle. Dans cet engrenage où chaque coup en appelle un autre, la maîtrise de l'escalade devient l'enjeu le plus vital. Nous avons commencé ce récit par une promesse ancienne, celle de l'arrière protégé, du sanctuaire inviolable. Nous l'avons vu naître, vaciller, puis s'effondrer, du Kremlin de 2023 à la nuit d'août 2026. Une idée aussi vieille que la guerre s'est éteinte sous nos yeux, remplacée par une autre, plus inquiétante, celle d'un monde où plus aucun lieu n'est vraiment à l'abri. La guerre a changé de géométrie.
Il n'y a plus d'avant ni d'arrière. Il n'y a plus que la profondeur, offerte au ciel. Le sanctuaire, désormais, n'existe plus. Merci de nous avoir accompagnés jusqu'au bout de ce récit.